Voilà, donc histoire de la notion de risque. Donc, ce qui est intéressant dans la notion de risque, c'est une notion qui est finalement hyper transverse, qui affecte toutes les parties de notre vie au quotidien aujourd'hui, et qui a beaucoup évolué dans les derniers siècles et qui est complètement la résultante d'une manière de voir le monde. Et on ne peut pas parler de risque sans penser finalement la société actuelle et penser une certaine vision de ce qu'est le monde et une certaine philosophie du monde. Le risque aujourd'hui est important parce qu'il est à la base de toute l'économie. Bonsoir. On vient de commencer, c'est très bien. Venez. Le risque est à la base de toute l'économie et aussi à la base donc de l'économie marchande. Finalement, ce qui va justifier la capacité à être marchand, c'est la prise de risque sur le fait d'acheter un produit à un endroit A et de le vendre à un endroit B. Pourquoi est-ce que vous avez une différence de prix? Parce que vous avez pris un risque. Et le risque est aussi un projet politique en soi. On peut considérer une logique de la responsabilité morale, ça je viens de le lire, hein, et légale. Donc en fait on passe avec, au milieu du 19e siècle et au 20e siècle, une logique de responsabilité morale où les gens sont responsables de ce qu'ils font, à une logique purement économique dans laquelle les gens s'assurent pour ne plus avoir de responsabilité morale et finalement pouvoir continuer à faire des choses qui ne sont pas forcément moralement acceptables. Donc tout ça est validé par la loi. On a l'État qui se structure pour prendre en compte le risque à travers l'idée d'une responsabilité sans faute ni sanction, qui est la base, à partir de 1898 en fait, qui est la base du contrat social et du contrat de travail qu'on a entre les gens. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a la faute est aussi quelque chose qui disparaît dans les algorithmes, puisque l'algorithme est constamment en train d'apprendre, et que s'il se trompe sur un cas dans les algorithmes de renforcement, ce n'est plus une faute, c'est juste un moyen d'ajouter de l'information dans la base d'apprentissage et d'être meilleur la prochaine fois. Donc on a une convergence du big data et du machine learning avec la convergence de la société. Tout ça pour mettre en avant une vision entrepreneuriale de l'entreprise, enfin en tout cas de la société, et une philosophie de l'innovation comme paradigme d'une société qui va bien, qui innove, qui se met toujours en mouvement et qui va chercher à changer pour changer finalement, même si ça détruit la planète et même si ça détruit les animaux, etc. Donc on a une espèce de philosophie qui nous emmène vers un futur qui est censé être enviable mais qui ne l'est peut-être pas. Donc tout ça, en plus, on est solidaire entre nous du risque. L'assurance a une fonction solidaire, c'est-à-dire qu'on s'assure ensemble pour aller joyeusement dans cette apocalypse joyeuse, comme dirait Monsieur Fressolos. Voilà. Et donc le risque est à la base de notre lien social, aujourd'hui notre contrat social. Alors on pourrait vous poser la question de quelle serait votre définition du risque, si quelqu'un veut... Des coûts. Ça coûte cher. Les risques sont un coût, d'accord. On les transforme en coûts, puis. On les transforme en coûts. Oui, effectivement, on paye pour s'assurer contre les conséquences des risques potentiels. Il y a de la lune, et puis après, c'est la probabilité qu'on ait des assurances. C'est la probabilité qu'un événement arrive. C'est l'aléa en fait, c'est un truc qu'on c'est l'aléa. On peut tenter de le prévoir, mais à la base, si c'est un risque, il y a forcément une part d'aléa. D'accord.
Alors, la probabilité ne va pas suffire, c'est parce qu'il faut la multiplier par Par le coup, l'impact. l'impact. Hein. D'accord. Voilà. Alors, on verra si on retrouve toutes ces notions-là. Je vous propose une vision très phasique de l'histoire du risque, en reprenant à partir du départ ce qu'on peut avoir. Alors, finalement, avant de parler de risque, il faudrait peut-être parler de danger. Et finalement, les dangers, ce sont des événements sur lesquels les individus n'ont pas d'emprise. Finalement, le danger correspond à une certaine vision du monde. Et dans les mythologies, finalement, grecques, etc., vous voyez les dieux apparaître au milieu des champs de bataille. Finalement, il faut être gentil avec les dieux pour gagner. Donc, vous avez une vision, effectivement, où le destin des héros est lié à la bonne volonté des dieux, et vous n'avez pas vraiment d'emprise, si ce n'est à faire appel aux oracles pour enlever le danger. On a finalement la première notion d'assurance se trouve à Rhodes, vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, dans lequel on a ce qu'on appelle la Lex Rhodia, qui est une loi sur les avaries dans les tempêtes, quand vous avez un bateau, et on voit tout de suite le lien entre économie, danger, valeur commerciale. Finalement, la Lex Rhodia disait que si vous avez un capitaine de navire qui décide finalement d'enlever les marchandises et de les mettre à l'eau pour sauver l'ensemble de la cargaison et l'ensemble du bateau, vous pouvez partager cette perte de matière entre toutes les différentes parties qui ont participé à l'embarcation. Vous avez l'armateur, vous avez le commerciant, vous avez les différentes personnes qui sont liées au voyage. Donc on parle ça d'avarie commune. Et donc la Lex Rhodia est aujourd'hui toujours d'actualité 2000 ans plus tard, dans ce qu'on appelle les règles d'York et d'Anvers. Donc elles sont intégrées, donc si vous avez des tempêtes, finalement vous allez toujours pouvoir partager les pertes entre les différentes personnes. Alors, est-ce que c'est complètement vrai de dire que finalement il n'y avait que les dieux qui pouvaient aider dans la mythologie grecque et chez les Grecs? Est-ce que les Grecs ont vraiment cru à leur mythe? C'est une bonne question. En fait, on peut se dire que c'est sans doute pas vrai. C'est sans doute pas vrai. Et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut dire, enfin, les Grecs avaient des armures, ils avaient des glaives et des boucliers, donc ils pouvaient se protéger quand même. Donc il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles on pouvait agir. Ici, en fait, ce qu'on veut dire, c'est vraiment ce lien entre la mer et le droit. Il y a vraiment deux droits qui font jour. Il y a le droit de la mer, le droit de la terre. Et dans la mer, on a tout de suite la communauté. C'est comme si on était apatride quand on était sur le bateau, et on partage une communauté de destin. Et on n'est plus sur le droit de chacun des individus, on est tous ensemble. Après le danger, où on n'a pas d'emprise, on peut avoir le hasard. Alors le hasard, ce serait le principe déclencheur d'événements qui sont non liés à une cause. Alors le hasard a un intérêt, c'est qu'il permet de prendre des décisions dans des situations où aucun argument rationnel ne permet de faire un choix. On peut prendre des décisions avec les dés, on peut prendre des décisions avec une pièce de monnaie pour savoir au début d'une partie de football qui va commencer à avoir le ballon. Et finalement, cette prise de décision sans faire de choix, on va voir que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les algorithmes. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve dans
dans la loi de 1898, un responsable de la conséquence, mais pas responsable, enfin, mais pas coupable de la conséquence. Donc, quand on prend les algorithmes, les random forest, on voit qu'il y a une random forest, il y a le mot hasard, enfin random aléatoire, enfin hasard dans les random forest. Et finalement, l'usage de tous les processus, enfin, tous les outils d'aide à la décision, est-ce que ce n'est pas des manières de se remettre au hasard ou de se remettre au random forest pour s'éviter de prendre la responsabilité de la décision? Si je décharge à la machine la décision, puisque j'ai une machine qui me dit quoi faire finalement. Donc c'est marrant que le random forest se soit basé sur du hasard pour aider à prendre. Cette notion de hasard et de décision est intéressante. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi les expériences aléatoires sont rapidement interdites par l'Empire romain, l'Église catholique ou les rois français. Louis XI, en 1255, interdit les jeux d'osselets dans les bars et dans les tavernes. Et puis on trouve des dés pipés dans les fouilles. Ce qui montre quand même qu'avant même l'émergence des mathématiques et de la loi des grands nombres, à cette époque-là, il y a des milliers d'années, enfin 1000 ans, on avait certainement une compréhension empirique du fait que si je tire un dé souvent, il va se retrouver à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 de manière équivalente. Donc on n'a pas besoin forcément de mathématiques pour percevoir et prendre des décisions et comprendre comment fonctionne le monde. Alors, les découvertes portugaises. En fait, est-ce que... Alors, les découvertes portugaises, donc on a vu que la loi est très liée finalement au bateau, au navire, que l'assurance est complètement liée à ça, et finalement les premiers à profiter de l'assurance, ce sont les marins. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au Portugal. Le Portugal est l'un des premiers pays à conquérir, enfin à aller faire des expéditions très loin dans le monde. Et donc en 1415, on a le début des découvertes par le Portugal. Alors, et puis ce qui se passe en fait en un siècle, on a la chute du Portugal. Alors qu'est-ce qui se passe en 1521, en fait, chaque année, vous avez des navires qui partent du Portugal entre 1521 et 1555. En 1521, on a 2 millions d'habitants au Portugal, et 30 ans plus tard, on a 1 million d'habitants au Portugal. Ce qui se passe, c'est que tous les Portugais s'en vont à la conquête de l'or, à la conquête du monde, avec des idées de fortune, etc. Ils reviennent, ceux qui reviennent, en fait, reviennent avec de l'or. Et ceux qui restent se mettent à profiter de cet or et puis à arrêter de travailler, à arrêter de cultiver les champs, importent de la nourriture de l'Espagne, du Maroc et de la France plutôt que de cultiver les champs. Donc ils importent du blé et du seigle. Il n'y a plus d'artisanat, puisqu'il n'y a pas besoin de travailler, on peut tout acheter. Et donc en fait la vie augmente énormément au Portugal, parce que l'Empire portugais ramène de l'or des colonies. Donc les Pays-Bas et la France, en fait, profitent pas mal de ça, puisqu'ils font beaucoup de commerce avec le Portugal. On a le premier bateau, là, la Victoria, qui fait le tour du monde. Quand on voit la taille du bateau, on se dit que pour partir sur un bateau comme ça, pour faire le tour du monde, Fallait aimer le risque. fallait quand même aimer le risque. Voilà, Magellan meurt au milieu de son voyage le 27 avril 1521 en Asie par là. Il se fait tuer alors qu'il veut attaquer une île avec 200 indigènes, et il se dit qu'avec ses 30 mercenaires et leurs fusils, ils vont tuer les 200 mercenaires. En fait, ils se font abattre tous sur la plage.
Et Magellan meurt sur la plage, comme ça, et son équipage aussi. Il reste qu'un seul des 4 bateaux qui a fait le tour du monde. Et donc, finalement, on a la chute de la monarchie portugaise quelques décennies plus tard, en 1578, où le roi Sébastien Ier est tué au Maroc. Et ensuite, le Portugal passe sous le contrôle de l'Espagne, et l'Espagne et les Néerlandais se partagent l'empire créé par le Portugal. Christophe Colomb, qui était parti en 1492 conquérir l'Amérique, enfin sans le savoir, enfin découvert l'Amérique avant tout ça, sous la protection du roi espagnol en fait, avait ramené l'Amérique comme étant possession du Portugal suite au traité de d'Alcazova qui disait qu'en fait tout ce qui se trouverait à gauche serait, enfin à gauche de l'Atlantique, serait pour le Portugal. Voilà, c'est ce que d'ailleurs c'est marqué sur la slide. Voilà. Donc finalement, Bernard Stiegler, dans son bouquin sur la disruption, parle de cette histoire. Et pour lui, c'est une sorte de folie réfléchie. C'est-à-dire que cette histoire d'aller conquérir le monde, c'est quelque chose qui est complètement folle, qu'on voit les trajets à faire, les moyens techniques qu'on a, les conséquences que ça engendre. Et finalement, il y a une espèce de... il y a une union entre deux sortes... Enfin, en fait, c'est une sorte de folie. Enfin, il dit, Magellan, une sorte de folie. Et ce qui est important pour ces fous-là, c'est d'avoir l'air moins fous qu'ils ne le sont réellement. Et comment sembler ne pas être fou? Je m'assure, je paye pour avoir un statut social qui me distingue des fous. Et je paye une assurance pour être respectable. Donc payer pour leur image de sujet rationnel et sérieux. Donc créer un fossé entre les navigateurs qui ont la folie de partir et les fous qu'on met dans les asiles, etc. Et donc l'assurance comme étant une espèce de gain d'image, et je paye pour mon image. Donc Stiegler parle de première technologie immunitaire pour parler de l'assurance. Puisque finalement tout le principe des assurances va être basé sur la protection des navires. Et la première assurance en France, en 1650, l'assurance royale qui est fondée par Colbert en France, est une assurance sur les navires. Alors, là on est avant tout ça, on est avant Descartes, hein, et donc avant le XVIIe siècle. Et ensuite on a parlé du hasard, on a parlé du danger, mais on n'a pas encore parlé vraiment de risque tel que nous on le comprend. Alors le risque, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est une probabilité d'un événement multipliée par son impact dommageable. C'est un mot arabe qui vient du XIIe siècle et qui veut dire la part que Dieu attribue à chaque homme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent arabe ou qui sont capables de confirmer cette... c'est ça? C'est ça, voilà. Donc c'est les marchands de Pise et de Gênes qui empruntent ce mot-là à l'arabe pour désigner dans leur contrat les pertes et les profits liés à des événements incertains. Le risque émerge grâce à trois notions. Une notion sur les chiffres arabes, hein, le zéro, la notion de probabilité, comment est-ce qu'on fait des maths et de la probabilité, et puis l'état bureaucratique. Et on va voir que, effectivement, c'est l'État qui va beaucoup s'appuyer sur les chiffres pour sortir des statistiques. Mais c'est aussi une nouvelle philosophie, une nouvelle notion de l'individu. Quand on parle de risque, on parle aussi de capacité à prendre en charge son destin. Et c'est la conséquence des philosophies de Saint-Augustin, de Montaigne et de Descartes.
Puisque le risque, c'est la notion de... On peut se préparer pour réduire le risque et contrôler le risque et les dommages qui sont dus. Voilà, donc on va voir rapidement les trois inventions qui donnent la possibilité de créer des statistiques et des risques. Enfin, des risques. Donc, on a effectivement les chiffres arabes. Donc pour Euclide, est unité ce selon quoi chacune des choses existantes est dite, c'est-à-dire que il n'y a que ce qui existe. Et puis Aristote disait qu'il n'y avait pas, ce qui n'existait pas, on ne pouvait pas, le vide n'existait pas finalement. Donc la première notion de zéro, c'est le 3e siècle après Jésus-Christ. Là, vous avez le manuscrit de Bakhshani. Et on voit là le zéro comme étant représenté sur un point. Par contre, ce serait la plus ancienne trace qu'on ait du zéro. Alors, le zéro suppose le vide. Donc le zéro est un nombre, c'est aussi un caractère générique pour indiquer des ordres de grandeur manquants. Finalement, quand vous faites 10, vous avez un ordre de grandeur. 100, vous avez 2 ordres de grandeur. Donc le 0 sert à faire des ordres de grandeur. C'est aussi ce qui permet de définir les bases. La base 10, la base 2, la base hexadécimale. C'est ce qu'on est à la base de l'informatique, 0,1. Et donc, en fait, quand vous déterminez une base, qu'est-ce que vous faites? Vous limitez le nombre de chiffres que vous utilisez pour exprimer des nombres. Et donc, c'est grâce au 0 qu'on n'a que 10 chiffres. Quand vous prenez les chiffres romains, vous avez un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, après vous avez le 5, un bâton, un V, 6, 7, 8, après vous avez le 9 avec le X, après vous avez le C pour la cinquantaine, et puis je ne sais plus, vous en avez d'autres pour la centaine, etc. Donc à chaque fois que vous avez un nouvel ordre de grandeur, vous devez créer un nouveau chiffre